أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on se retrouve euh, pour ce cours, pour la suite de ce cours sur les croisades. On est toujours sur la déformation des faits et des sources contemporaines des croisades, notamment des sources musulmanes, par les historiens occidentaux. Inch'Allah ou ta'ala, on va essayer de finir cette section aujourd'hui. Et comme ça, après, on pourra réellement attaquer euh, le déroulement des croisades à partir de la semaine prochaine. Bismillah. Donc, il existe une autre prétention répandue selon laquelle les pratiques commerciales modernes seraient nées au sein de l'Occident chrétien et seraient principalement dues aux Italiens. Un historien français écrit par exemple à ce sujet. La lettre de change était déjà en usage entre Athènes et le Pont Euxin. Selon les preuves irréfutables que l'on peut trouver dans le développement effectif du commerce, a donc réellement débuté autour de l'an 1000. À la veille de 3 siècles d'expansion démographique, ce qui allait favoriser l'intelligence, la richesse et la pérennité, la principale voie commerciale se trouvait entre l'extrémité occidentale de la Méditerranée et son extrémité orientale, où l'Empire byzantin, très peuplé et donc riche, fut le premier à en reprendre les pratiques et la pensée antique. L'Italie du XIe siècle a établi les outils les plus rudimentaires du capitalisme commercial, outre les systèmes de prêts contre garantie et d'échange de devises. L'on peut trouver la preuve de l'existence d'une société commerciale à Venise dans un contexte daté de 976. Et de nombreux contrats de société ont été conservés à partir du XIe siècle. Pour les entreprises commerciales de grande envergure, il existait le prêt dit maritime, ou à haut risque, qui faisait porter le risque sur le prêteur. Le premier contrat de Colenganza est apparu à Venise en 1072 ou 1073 et à Gênes au XIIe siècle, sous le nom latin de Societas Maris, ou compagnie maritime. Ces développements furent à l'origine de la gigantesque transformation des pratiques commerciales au XIIe siècle et au début du XIIIe. Ils permirent le soutien logistique des croisades, signe de la santé flamboyante de la chrétienté latine et de ses grandes aspirations. Des premières règles de partenariat commercial furent mises en place, notamment celle du salva unete navi, qui faisait peser le risque sur le prêteur de capitaux. Et le salva unete navi venait réglementer le type d'assurance non formelle qui est implicite dans le partenariat et la division des risques. Et donc ça, c'est Philippe Chonu, euh, l'expansion européenne dans le Moyen Âge tardif. Donc pour un certain nombre de raisons, il s'agit là d'une vision déformée de la chose. Premièrement, en ce temps, la civilisation islamique était bien plus avancée économiquement et intellectuellement que la chrétienté occidentale. Et les idées, surtout dans ces domaines, proviennent presque toujours de la civilisation la plus avancée, comme le note l'historien Martin Erbstosser. C'est en Orient que les manufactures artisanales et le commerce développé à une échelle sans précédent pour les Européens de l'époque.
euh, cons- et les Européens de l'époque constituaient le fondement matériel de la société. Donc les croisades de Erbstosser. Il convient de rappeler une fois de plus que l'Europe occidentale médiévale, à l'inverse du monde musulman de ce temps, était essentiellement une société agraire et féodale. Ce ne sont donc pas les croisés venus des sociétés arriérées qui impressionnaient les musulmans, mais bien l'inverse. La taille et la structure des villes musulmanes, leur commerce, le va-et-vient des foules agitées et l'atmosphère animée des bazars, où nombre d'artisans et de commerçants vendaient une grande variété de marchandises, suscitaient la stupéfaction et l'admiration des conquérants. Second point, c'est précisément après et non avant les croisades que le commerce, les transports et l'usage de la monnaie et des devises ont été stimulés en Occident. Un examen du commerce en Orient un examen du commerce en Orient. Note l'historien Claude R. Condé ne nous montre pas seulement la prospérité occidentale née de la conquête de la Syrie par les Francs, mais permet aussi d'expliquer la croissance rapide des arts et du commerce en Europe à la suite de cette expansion. Troisième point. Plusieurs érudits ont mené des recherches particulièrement méticuleuses, pour ne pas dire impressionnantes, et démontrer que toutes les pratiques modernes du commerce, des affaires et des questions connexes trouvèrent leurs origines dans les principes islamiques. Et à travers ces derniers, dans la carrière commerciale du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, qui avait été un marchand avisé, comme nous l'avons vu en fait justement dans nos cours de Sira du jeudi soir. Ces chercheurs montrent de manière très détaillée comment les compétences pratiques dans ces domaines ont été importées du monde musulman avant d'impacter l'Occident, plus particulièrement durant les périodes des croisades, puisque les travaux des chercheurs sont particulièrement difficiles à trouver dans les bibliographies contemporaines, nous en donnant les références en note de bas de page. Et donc, là, il y a une liste de diverses références qui est donc Louis Buenger Roberts, Olivia R. Constable, Olivia R. Constable, ML Demas Latry, euh, K. Devlin, Elisa Helen Deborah, W. Fischel, G. H. Galloway, Monica M. Godiosi, S. D. Goitain, etc., etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, le, le commerce, en fait, le commerce dans dans le monde islamique est intrinsèquement lié, en fait, à la tradition arabe du commerce. Les Arabes, et notamment la société mécoise, qui a influencé énormément de principes de base, en fait, dans le droit civilisationnel musulman, est une société commerciale. Il faut savoir que tout pour les Mécois était sujet euh, à faire de l'argent. Recevoir les pèlerins, faut se faire de l'oseille. Organiser le pèlerinage, faut se faire de l'oseille. L'établissement des 2 voyages commerciaux au Yémen et dans le Chem 2 fois par an, mis en place sous Hachim, c'est un principe commercial. Les Koreishi ont basé leur société sur le commerce, faire de l'oseille, etc. Ce principe-là est intrinsèque derrière, c'est transmis rapidement et influencé rapidement l'esprit islamique au sens large. Euh, C'était par exemple un sahabi, j'ai perdu son nom, Radira Wanho,
qui en arrivant à Yasrib, qui deviendra par la suite Madinatun Nabi, donc Médine, avait laissé vraiment tous ses biens en fait à la Mecque. Et en laissant tous ses biens à la Mecque, il vient, comme on dit, les mains dans les poches, histoire de parler un peu trivialement. Et donc un Ansar, donc un compagnon qui était un auxiliaire, quelqu'un qui est originaire de Yasrib, la future Médine, et qui a soutenu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et les musulmans muhajir quand ils sont venus s'installer dans sa ville, avait deux femmes, deux jardins, deux maisons, enfin, il avait pas mal de possessions, et il lui dit, je divorce une de mes femmes et elle est pour toi. Je te laisse à titre de don une de mes maisons et un de mes jardins pour toi, etc. etc. Et le sahabi muhajir, j'ai perdu son nom, astaghfirullah, refuse justement ces dons de, de ce Ansar et dit montre-moi plutôt le marché, la place du marché, et je ferai mon argent par moi-même. Et effectivement, par la suite, ce compagnon est devenu un des compagnons les plus riches et les plus influents de Médine, qui permit d'ailleurs d'énormément renforcer justement, économiquement parlant, la communauté musulmane lorsque celle-ci avait besoin d'argent et de financement pour les guerres contre les Koraïchis, le soutien quand il y avait des périodes difficiles de disette, de famine, etc. Reprenons. Donc on voit bien en fait que, encore une fois, euh, la culture commerciale chez les Arabes et notamment chez les Koraïchis a intrinsèquement influencé la civilisation musulmane qui, comme cela a toujours été le cas historiquement parlant, même avant la venue de l'islam, a influencé l'Orient qui par la suite influença l'Occident. La base de la civilisation a été pensée en Orient, avant, après de se répandre, d'influencer l'Occident via, par exemple, la Grèce antique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Occident a toujours réadapté la réalité, l'application initiale qui vient d'Orient à sa réalité occidentale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que tout a été créé en Occident, tout vient de l'Occident, et entre guillemets, l'Occident influence l'Orient, etc. Ça, c'est quelque chose qui existe. Justement, ces pensées-là sont des pensées post-coloniales, que ce soit à partir des croisades ou encore pire, à partir de la colonisation, j'ai envie de dire, moderne et contemporaine. Alors que si on regarde justement avec une certaine forme d'objectivité l'histoire des influences culturelles et civilisationnelles, c'est ce qui part de l'Orient, influence par la suite l'Occident qui le réadapte à sa réalité civilisationnelle pour l'appliquer dans sa réalité et sa temporalité à lui. Le problème est aujourd'hui que on est dans une inversion complète des valeurs. L'Occident pense que, si on reprend le discours par exemple de Jules Ferry, euh, au moment de l'établissement définitif de la colonisation algérienne, et pas que d'ailleurs, la colonisation en Asie du Sud-Est, dans l'Afrique de l'Ouest, le protectorat du Maroc et de Tunisie, la colonisation des Comores, et par la suite le protectorat de Syrie, donc de la Grande Syrie. Cette pensée de les races supérieures ont des devoirs vis-à-vis des races inférieures de civilisation. Nous amenons la civilisation assez sauvage, etc., etc. C'est quelque chose en fait qu'on retrouve indirectement dans ce genre de discours. Ou parce que économiquement parlant,
euh, les Génois et les Vénitiens, qui étaient de très bons commerçants en mer, etc., ont pu justement soutenir économiquement parlant et matériellement parlant les différentes croisades qu'il y a eu, etc., les différents villes chrétiennes assiégées, par exemple Constantinople, etc., jusqu'à ce qu'elles tombent. Euh, c'est pas parce que ces républiques, parce que c'était des républiques, d'accord? C'est pas parce que ces proto-républiques capitalistes italiennes avaient une économie qui marchait bien que forcément ces proto-républiques commerçantes qui derrière vont influencer en fait l'Orient au niveau de l'économie et de la vente et du marché et de l'économie de marché. Le commerce, c'est quelque chose qui a toujours euh, existé dans la péninsule arabique et dans le monde arabe et qui est l'économie arabe, une des principales forces qui a fait des différentes civilisations arabes des civilisations puissantes et influentes, ça a toujours été l'influence et j'ai envie de dire quasi la main mise sur le commerce. Les Perses passaient par les Arabes pour acheminer les biens économiques pour qu'ils soient derrière envoyés par exemple au bord de la Méditerranée et dans les grands pôles commerciaux de Méditerranée. Pareil, les Indiens passaient par les Arabes d'Oman, du Bahreïn, d'Oman ou du Yémen pour acheminer, pareil, leurs biens par la péninsule arabique pareil, aux abords de la Méditerranée. Les Arabes ont toujours été des commerçants, ont toujours eu cet esprit de commerce. Enfin bref, avançons. Donc quatrième point, il faut se poser cette question. Pourquoi l'Italie fut-elle la pionnière de cette transformation économique et commerciale de l'Europe? L'effet économique des croisades, qui fut plus important en Italie que dans tout autre pays du vieux continent, résulte en bonne partie des relations commerciales étroites qui existaient déjà entre l'Italie et l'Orient, et du fait que les croisés du reste de l'Europe se rendaient en Italie par voie terrestre pour embarquer vers la Terre Sainte, à Venise, Pise et Gênes. En outre, comme nous le verrons au chapitre 2 de ce présent volume, donc le volume 1, les cités-États italiennes ont grandement aidé les croisés à s'emparer des villes côtières musulmanes et se sont vus accorder de vastes concessions en ces lieux, ce qui leur a permis de s'emparer, ce qui leur a permis euh, de s'emparer de toutes les entreprises précédemment détenues par les juifs ou les musulmans. Elle leur a assuré le monopole du commerce. Les colonies italiennes établies en Palestine et en Syrie ont largement contribué au transfert vers l'Occident de nouvelles formes d'artisanat, de nouvelles techniques et de nouvelles idées dans le domaine des arts utiles. Outre la multitude d'objets découverts en Orient, on a aussi importé de Terre Sainte des compétences et pratiques commerciales et des savoir-faire et des métiers de toutes sortes. Citons par exemple les méthodes de calcul rationalisées pour la tenue des livres de compte ou l'introduction d'un système de paiement simplifié sous la forme de chèques et de lettres de change. Le chèque, le chèque tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, les lettres afin de promettre de l'argent dans une certaine somme d'argent d'une devise différente, par exemple du dirham ou du dinar, à une lettre disant que promettant le changement de telle quantité d'argent de telle devise contre telle quantité de dinar ou de dirham, c'est quelque chose en fait qui existait depuis euh, 100, 150, 200 ans dans le monde musulman. Et les chèques, pareil, c'est quelque chose qui existait depuis, pareil, à peu près 150, 200 ans dans le monde musulman. Et c'était pour éviter justement la problématique des bandits de grand chemin, etc.
Donc cinquièmement, les métiers artisanaux qui avaient prospéré en Orient pendant des siècles se sont euh, précisément répandus en Occident chrétien peu après les croisades. Le travail fin du bois et du métal, ou la fabrication du verre par exemple, exigeait des connaissances variées, encore inconnues avant les croisades, mais rapidement empruntées et répandues en Europe par la suite. L'art de la peinture sur verre, par un procédé de fusion approprié, la fabrication de plats en cristal fondu, et bien d'autres techniques artisanales encore ne se retrouvent au sein de la chrétienté occidentale qu'après le XIIe siècle. Donc après euh, les premières croisades et l'implantation de ce qu'on appellera par la suite les États latins d'Orient. Le savoir-faire musulman en termes de fabrication du verre datait déjà de plusieurs siècles. En Espagne, il remonte au temps d'Ibn Firnas qui est mort en 887 du calendrier grégorien. Ce sont également les verreries de Tyr qui ont servi de modèle à celles de Venise. Et c'est celles de Syrie et c'est de Syrie que les secrets de la fabrication du verre ont été transmis à Venise en 1277. La découverte d'objets en verre dans d'anciens châteaux croisés, comme celui de Montfort, des objets réalisés selon les techniques traditionnelles d'émaillage bien connues en Orient islamique, mais présentant des motifs purement occidentaux, accréditent encore cette thèse et prouvent le lien avec les travaux vénitiens ultérieurs. Un éventail très large d'autres compétences furent également acquises de la même manière en Orient. À titre d'exemple, l'empereur Frédéric II fit ainsi envoyer le maréchal Riccardo Filangieri à Tyr pour qu'il y retrouve le savoir-faire de la fabrication du sucre perdu par les Siciliens. Euh... Wa alaykoum salam. En fait, ce qu'il faut comprendre, pardon. En fait, ce qu'il faut comprendre, l'empereur Frédéric II, qui prend la suite de la direction de la Sicile, qui prend la direction de la Sicile après la longue influence arabo-musulmane, euh, notamment avec, je crois que c'est les Hasfides de Tunisie, qui ont, et entre les Hasfides de Tunisie et les, si je me souviens bien, et derrière, même à une certaine échelle à l'Andalous, Frédéric II Offenstein, si je me souviens bien son nom, en fait a repris le pouvoir en Sicile. Et en fait c'est un Normand. Sauf que c'est un Normand qui a réussi en fait à garder d'une certaine manière cette influence culturelle, artistique, euh, économique de, des musulmans, des arabo-musulmans, la réadapter à une certaine forme de réalité chrétienne. Et derrière, et derrière, lorsque c'était impossible, via les croisades et les grands ports commerciaux, notamment via le passage auprès de la Sicile, etc., en fait, arrivait toujours à avoir des connexions avec l'Orient, d'accord, à toujours avoir en fait des connexions avec l'Orient pour derrière pouvoir justement récupérer un petit peu certains patrimoines arabo-musulmans qui ont été perdus. Donc l'impact islamique sur l'Occident durant l'ère des croisades est encore évident. Dans d'autres domaines, après les premiers succès des croisés et la prise de Jérusalem, d'Antioche et de Tripoli et d'autres grandes cités, l'art glorieux euh, et les couleurs d'Orient, et ça c'est selon les mots de C.R. Condé, étaient désormais à la disposition des conquérants. Et les chrétiens s'adaptèrent rapidement aux coutumes et à l'art de vivre de l'Orient. Leurs palais urbains étaient édifiés selon l'architecture locale, complétés par des influences byzantines
et certaines habitudes s'installèrent dans la vie quotidienne des chevaliers. Les salles de bain firent leur apparition, de même que les toilettes. Dans les villes, les bains de vapeur chaude, c'est-à-dire les hammams, une sorte de coutume de ce mode de vie sophistiqué que les croisés ont découvert en Orient et ramené chez eux dès le milieu du XIIIe siècle. On pouvait ainsi trouver dans la plupart des grandes villes, mais cette pratique dégénéra rapidement, semble-t-il, dans une forme de débauche sexuelle. Et au-delà des bains publics, les latrines privées, donc c'est-à-dire les toilettes privées, furent également importées d'Orient. Parmi les choses qui enrageaient le plus les autorités de l'Église se trouvait le fait bien documenté qu'un grand nombre de chrétiens, tant en Europe elle-même qu'en Palestine, avaient été de facto culturellement convertis. Donc ça fait écho aussi justement à cette critique de certains chrétiens arabisés que l'on pouvait trouver par exemple à l'Andalous. Où c'est des chrétiens qui, même s'ils gardaient le latin au niveau des rites et de leur liturgie, leur langue quotidienne c'était l'arabe, ils écrivaient en arabe, ils parlaient en arabe, et, ils lisaient l'arabe, ils avaient des pratiques comme les arabes. Et justement, ça, c'est quelque chose qui a été énormément critiqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce contact avec les musulmans et surtout ce contact avec la langue arabe a amené en fait beaucoup de chrétiens à devenir ce qu'on pourrait appeler des unitariens, des chrétiens unitariens, et à influencer en fait des mouvements chrétiens qui sortent d'une certaine manière euh, de l'orthodoxie catholique apostolique romaine. Par exemple, les Cathares ont d'une certaine manière cette influence arabo-musulmane dans leur vision de la religion, qui en fait a poussé en fait les papes à appeler à une croisade entre guillemets sur eux. Sauf que si vous regardez dans l'annexe de cours qui est sur le groupe Telegram sur les grandes notions un peu importantes à prendre en compte euh, pour comprendre les premières croisades, on voit bien en fait que l'application des croisades contre les Cathares, par exemple ou les Albigeois, etc., n'est pas réellement en fait ce qu'on pourrait appeler une croisade, puisque parmi tous les fondements par lesquels euh, ont été pensés, théorisés et appliqués à la croisade, la croisade en fait contre les Albigeois et les Cathares n'est pas en fait pensée et appliquée pour être réellement une croisade en fait. Et donc, histoire de finir avec ça, euh, ces chrétiens arabisés, que ce soit avant sous l'égide d'Al-Andalus ou après euh, avec un peu cette influence des peuples d'Orient, des chrétiens d'Orient, des Arabes, des Turcs, etc., lors des croisades, en fait, a beaucoup fait jaser le pape. Et d'une certaine manière, le pape, en fait, soutenait beaucoup plus, militairement parlant, politiquement parlant, théologiquement parlant, les gens qui venaient d'Occident pour aller en Terre Sainte combattre les villes, Sarrasins, etc., etc., beaucoup plus qu'ils ne soutenaient justement des fois les poulains. Donc les poulains, on le verra plus tard, les poulains, c'est les descendants de croisés, de francs, d'européens qui sont venus lors des croisades et qui sont nés en fait en Terre Sainte. D'accord? C'est ça qu'on appelle les poulains. Et les poulains étant nés et ayant grandi en Terre Sainte, et des fois maîtrisaient l'arabe ou le turc, comprenaient les mœurs et les pensées des locaux
étaient souvent généralement un petit peu plus ouverts que que leurs cousins qui débarquent d'Occident en fait. Et généralement, et lorsque par exemple certains poulains rentraient dans les ordres chevaliers comme les Templiers ou les Hospitaliers, etc., et que c'était des poulains, parce que les ordres monastiques guerriers comme les Templiers ou les Hospitaliers étaient très souvent utilisés aussi comme diplomates par exemple, le comté de Jérusalem, le comté de Tripoli, etc., pour justement négocier des traités de paix avec les Arabes, lorsqu'il fallait négocier des traités de paix. Bon, au final, aussi vite un traité de paix était négocié, aussi vite il n'y avait plus forcément d'oseille, donc il fallait relancer des razzias pour dépouiller les populations d'à côté. Et très souvent, par exemple, c'est arrivé une fois que des Templiers se refusent de soutenir l'armée du roi de Jérusalem et des autres comtés musulmans, alors que c'était parmi les forces les plus importantes des armées chrétiennes au moment des croisades. Je parle des Templiers. Ils se sont refusés de soutenir le, l'armée du royaume de Jérusalem parce que pendant des mois, ils ont négocié un traité de paix avec les Fatimides et que quelques mois après, et que peu de temps après avoir obtenu le traité de paix, le comté de Jérusalem lève une armée pour aller faire razzia pour aller faire razzia dans les territoires fatimides. Du coup, ils ont dit écoutez, histoire de parler un petit peu trivialement, on s'est embêté pendant des mois à négocier votre traité de paix. Maintenant, vous voulez aller faire la guerre, vous débrouillez sans nous. Alors que c'était peut-être une des forces les plus importantes en fait. Faut comprendre que les Templiers à l'époque représentaient, j'ai envie de dire peut-être un tiers, si c'est pas un peu, si c'est pas plus, de l'armée des principales forces en fait des armées chrétiennes des États latins d'Orient en fait. Et très souvent, c'était lorsque c'était des poulains qui étaient à la direction soit d'États latins, comme je disais, Tripoli, Jérusalem, Antioche ou que sais-je, même si Antioche a été récupérée assez tôt, Édesse et Antioche ont été peut-être les États latins qui ont été récupérés le plus tôt. Mais histoire de vous faire comprendre, lorsque c'était des poulains qui étaient à la tête des différents États ou à la tête des organisations comme les Templiers ou les Hospitaliers, généralement c'était des périodes où il y avait une relative paix, une relative harmonie qui fonctionnait en fait entre les musulmans, les chrétiens d'Orient, les byzantins et les États latins d'Orient. Sauf que généralement, le pape n'appréciait pas d'avoir justement des poulains à la tête, soit des États, soit des organisations, enfin à la tête des hospitaliers ou des templiers. Pourquoi? Parce que justement la trop grande ouverture et la trop grande arabisation dans la mentalité et les mœurs des poulains était un problème d'un point de vue idéologique et propagandiste pour le pape qui appelait très souvent à venir soutenir l'effort des croisés justement et des États latins d'Orient contre les villes sarrasins euh, en Orient, alors que bah, des fois les poulains en fait allaient à l'encontre de la propagande du pape. Enfin bref. Euh, Nous savons notamment que très tôt, comme le note une histoire française, les croisés fraîchement arrivés en Orient étaient choqués par le comportement efféminé de leurs compatriotes installés en Syrie et en Palestine. Ils avaient pris l'habitude de prendre fréquemment des bains, d'utiliser des parfums, de porter des chemises d'étoffe fine, de dormir dans des draps, de manger dans des récipients de métal ou de bois précieux et de prendre des repas composés de divers plats exotiques aromatisés par différentes épices.
Et donc ça, c'est... Et donc on va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Alors, les distorsions de l'histoire des croisades, conclusion. Donc là, on a enfin fini cette grande introduction et on va peut-être attaquer la semaine prochaine. On va enfin attaquer les croisades, le déroulé des croisades. Mais comme je disais, c'était important de faire cette grande introduction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez euh, beaucoup de sources occidentales traitant de l'histoire des croisades, vous allez voir une forme de partisanisme de partisanisme et de, comment je pourrais dire ça, d'une certaine manière, une forme de trahison au niveau de l'analyse historique et de la méthode historique d'analyse des sources en faveur d'une idéologie ou d'une communauté. Je ne dis pas forcément que nous, les musulmans, on ne le fait pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai défini dès le début de nos cours, où je suis dans une posture apologétique au niveau de l'enseignement. Donc forcément, c'est je prends position et je mets en avant une certaine grille d'analyse des sources. Mais c'est un biais sur lequel j'ai été honnête dès le départ lorsqu'on a commencé nos cours ensemble. Mais beaucoup d'historiens qui se disent académiques, qui veulent avoir soi-disant une posture académique, en fait, au final, sont dans une pleine posture apologétique. Et c'est là où il y a un problème. C'est que tu ne peux pas, d'une certaine manière, te revendiquer et te revendiquer, prendre une posture apologétique, prendre une posture pardon, académique, donc qui, entre guillemets, requiert une certaine forme de neutralité pour ne pas, ou plutôt peut-être objectivité, pour au final prendre le pas complètement inverse d'une posture apologétique. Et ça, on est complètement, comme on l'a vu au fur et à mesure de ces différents cours sur la trahison et la déformation des sources musulmanes contemporaines des croisades, donc qui datent de l'époque des croisades, pour aller, pour en fait déformer cette lecture et critiquer la civilisation musulmane pour mettre en avant la civilisation occidentale. En fait, on sent vraiment que c'est une posture qui, un petit peu et de vengeance et de volonté de, de vouloir un petit peu se rendre fier à partir des années post-coloniales. Maintenant, est-ce qu'il existe des historiens, avant de continuer, maintenant, est-ce qu'il existe des historiens occidentaux qui sont, on va dire, plutôt honnêtes, plutôt objectifs sur l'époque des croisades? Bien sûr que oui, vous prenez Jean Flory, Jean Flory, euh, à 2 petites minutes. Jean Flory, je vais reprendre en même temps. Les, on va reprendre l'annexe rapidement. Allez, ouvre-toi. Merci. Non. Alain de Murger, voilà, Alain de Murger, Jean Flory. Très souvent, justement, si vous reprenez l'annexe de cours PDF qui est disponible sur le serveur, dans le salon lié à nos cours sur les croisades, etc., la majorité des historiens médiévistes qui sont cités euh, dans l'annexe de cours pour définir la notion de croisade, généralement sont des gens assez objectifs. Maintenant, aussi, je vous conseille de vous orienter plutôt vers
Sir Stephen Runciman, etc., qui sont beaucoup plus, eux, des byzantinistes que des médiévistes. Et généralement, les byzantinistes n'étant pas réellement euh, non plus pro-franc, pro, on va dire franc, croisé, etc., arrivent à mettre en avant justement une certaine objectivité lorsqu'il s'agit de faire la comparaison entre les États latins d'Orient et ce qu'on pouvait trouver justement avant, euh, lors justement d'une certaine manière, de la domination musulmane dans la région. Donc je vous conseille plutôt soit de vous orienter sur des médiévistes comme Alain de Murger, Jean Flory, qui ont fait vraiment un travail vraiment pas mal au niveau des croisades. Et sinon, orientez-vous plutôt sur les travaux des croisades analysés par des byzantinistes. Bon, excepté Franck Copane. Voilà, excepté Franck Copane, parce que pour avoir un petit peu lu des résumés de son bouquin, c'est une dinguerie. C'est vraiment. Ah, vraiment, c'est tout ce que je déteste des fois dans l'apologétisme, alors que je me revendique comme comme utilisant la méthode apologétique. Mais tout ce que je déteste le plus dans l'apologétisme se retrouve en fait chez Franck Copane, quoi. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Enfin bref, donc on va finir. Donc voilà, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à envoyer un message sur le serveur Telegram pour avoir un petit peu plus de détails sur quelles sources lire au niveau des croisades, etc. Que ce soit euh, au niveau des livres écrits par des musulmans ou même des non-musulmans, si vous avez besoin d'un peu plus de sources, n'hésitez pas, Inch'Allah, à poser la question sur le serveur Telegram. Donc les distorsions de l'histoire des croisades, conclusion. Donc l'image déformée des croisades qui nous est aujourd'hui proposée ne doit pas nous empêcher de reconnaître trois points fondamentaux. D'abord, si la vision eurocentrique des croisades prévaut aujourd'hui, malgré toutes les lacunes et déficiences, la faute en revient en premier lieu aux musulmans eux-mêmes. En effet, à de rares exceptions, comme la famille Achayal, qui a beaucoup œuvré pour éditer et sortir de l'ombre nombre d'ouvrages musulmans médiévaux sur le sujet, la recherche universitaire musulmane a échoué à traiter correctement ce sujet, en particulier dans les langues autres que l'arabe. Il n'existe en fait euh, que très peu d'ouvrages modernes rédigés par des musulmans et traitant de l'histoire de la civilisation islamique. Euh, il est même à craindre que l'histoire musulmane des croisades disparaisse bientôt complètement, sauf sous sa forme déformée et corrompue. En fait, ce que le docteur Salah ad-Din Zaimesh al-Jazairi nous dit ici, en fait, c'est que principalement ceux qui s'accaparent le plus de l'histoire des croisades, ce sont les occidentaux, les médiévistes ou les médiévistes qui sont plus sur des sources francs, des sources purement occidentales, ou les byzantinistes. Très peu, même si ils vont regarder dans les sources musulmanes, etc., c'est beaucoup plus en fait pour critiquer les sources et le positionnement islamique et orienter l'analyse beaucoup plus dans leur sens. Il y a très peu de travaux faits par des musulmans avec une lecture musulmane sur les sources musulmanes. Très peu de travaux sont faits. Et commencez pas à venir me parler de les croisades vues par les Arabes de Amin Malouf. Euh, c'est ce qu'on appelle un essai historique et littéraire. Mais de base, Amin Malouf n'est pas historien. Ça veut pas dire que le livre en soi est mauvais. C'est que il n'y a pas réellement de rigueur académique et scientifique derrière. C'est pas un historien de base. Ça veut pas dire que c'est un mauvais livre, qu'il ne faut pas le lire, il faut pas le prendre. Je le conseille, c'est un plaisir à lire parce que bah justement, comme je le disais, c'est un de base, c'est un comment je pourrais dire ça?
De base, c'est un écrivain, Amin Malouf. Donc forcément, il y a cette qualité dans la plume, dans l'écriture, qui fait que ça sera plaisant à lire. Mais niveau rigueur académique, etc., il y a peut-être deux trois points à revoir. Mais déjà juste si par exemple un effort était fait pour traduire justement des sources contemporaines en français avec justement une grille de lecture, une analyse un petit peu musulmane, etc. Déjà, ça serait un travail qui pourrait être très intéressant. Parce qu'il existe justement des livres de personnes contemporains des croisades qui sont des Arabes ou des Turcs qui ont été traduits en français. Je pense d'ailleurs c'est Kitab al-Ittibar. euh, euh, Kitab al-Ittibar. Euh, Oussama ibn Muqidh. Ibn Munkidh. Donc c'est un Syrien arabe qui a écrit en fait du temps des croisades. Et justement ce livre-là, Kitab al-Ittibar, euh, a été traduit en français. A été traduit en français. Donc c'est peut-être pas la meilleure des traductions, hein. Euh, c'est peut-être pas la meilleure des traductions, c'est peut-être pas euh, la meilleure la meilleure des traductions, des adaptations, mais en tout cas le travail a été fait. Il est disponible en arabe pour ceux qui peuvent le lire en arabe, mais il est également disponible en français. J'essaie de retrouver la maison d'édition. Ok, bon bah bien sûr sur ce moteur de recherche ça marche pas. Alors, deux petites secondes. Hop là. Alors, hmm, non, c'est pas ça. Enfin bref, si vous arrivez à le trouver, c'est Kitab al-Ittibar de Oussama Ibn Munkid. Ibn Munkid. Du coup, ce livre-là peut être assez intéressant pour aborder euh, la question du temps des croisades vu par les musulmans. Mais comme je vous le disais, il est accessible en arabe, mais traduit en français également. Mais il y a toujours quelque chose qui peut être orienté dans la traduction, qui peut être déformé, etc. Ce qui fait que ça peut être assez problématique. Ensuite, les musulmans eux-mêmes semblent être allés encore plus loin que la simple adoption de représentations erronées et eurocentriques de l'histoire des croisades. Commentant une récente exposition sur Genghis Khan, qui s'est tenue dans un pays musulman, un quotidien britannique déclarait ainsi: l'exposition fait l'éloge de Genghis Khan, le fondateur de la Pax Mongolica. L'exposition le salue comme un homme tolérant, un législateur et promoteur de la méritocratie, dont le règne et celui de nombreux descendants ont permis l'épanouissement du commerce et des idées de la Méditerranée à la Chine pendant 200 ans. L'on est ainsi sidéré de constater que Genghis Khan, le bourreau du monde musulman, qui, rappelons-le, s'est abattu sur la civilisation islamique en même temps que la cinquième croisade, entre 1212 et 1221, en massacrant des millions de musulmans, est maintenant mis en valeur et jouit même des éloges des musulmans eux-mêmes. Euh, Même s'il y a certaines choses à remettre en,
Pourtant, je suis musulman, assez critique de ce qu'ont pu faire les Mongols sur la civilisation musulmane. Mais la question ici, en fait, c'est pas forcément sur les conquêtes mongoles en soi, qui ont été des massacres sans nom, tout ce qu'on veut. Bon, après, comme exception faite, comme beaucoup de civilisations et de conquêtes de sociétés et de civilisations non musulmanes. Mais ce qui forçait de constater que la volonté de construction post-conquête mongole peut potentiellement pourrait être développée, et cette réflexion de la construction des sociétés mongoles après les conquêtes est assez intéressante parce qu'en fait elle se base sur deux aspects. Soit il y avait une gestion directe par des leaders mongols, comme par exemple les Ilkhanides ou la Horde d'Or, avec des conseillers locaux dans le but de s'adapter à la réalité locale. C'est comme ça d'ailleurs qu'une partie de la Horde d'Or devint musulmane par la suite avec Berke Khan ou les Ilkhanides de Perse, etc. Avec cette influence justement des locaux. Ou alors, comme par exemple c'était le cas en Anatolie sous les Seldjoukides, euh, ils plaçaient un leader de façade, entre guillemets, qui payait un tribut aux Mongols pour être tranquille et éviter que les Mongols ne reviennent les taper sur les coins de la caboche. Mais ils avaient euh, une relative indépendance et sûreté. Bien sûr, le but c'était pas de mettre un leader qui s'opposerait aux Mongols et qui combattrait et qui derrière ne paierait plus le tribut à l'État mongol et qui lèverait une armée pour se lever contre les Mongols, etc. Enfin, voilà, mais un petit peu comme l'a fait l'Occident pendant des années avec l'Afrique ou le Moyen-Orient post-colonial. Donc, est-ce que, encore une fois, l'Occident n'a rien inventé et a tout piqué à l'Orient? À la Warlem. À Warlem. Voilà. Blague à part. Blague à part. Enfin, quoique les historiens occidentaux modernes véhiculent nombre de... Et enfin, dernier point, quoique les historiens occidentaux modernes véhiculent nombre de déformations sur l'histoire des croisades, tout comme sur d'autres sujets, il n'en demeure pas moins que de nombreux ouvrages occidentaux sur ce thème comportent des informations de premier ordre sans lesquelles il serait impossible de reconstituer l'histoire de cette ère. Malgré l'acuité de nos désaccords avec certains de ces auteurs et universitaires, leurs travaux contiennent néanmoins des récits et analyses d'une rare qualité. En outre, les traductions d'historiens musulmans des croisades par des auteurs tels que Blochet, Quatremaine, Gibb, Gabrieli et d'autres, ainsi que les nombreuses éditions d'œuvres musulmanes par des chercheurs occidentaux, sont des legs fondamentaux pour le savoir. C'est ce que je vous disais plus tôt, par exemple avec la traduction du livre Kitab al-Itibar de Ibn Muqinz. Euh, il est absolument impossible d'écrire une histoire des croisades sans recourir à des sources. Par conséquent, la meilleure approche du sujet consiste à examiner chaque fait important de manière critique et à partir de ces deux ensembles de sources, les sources islamiques médiévales et les sources non islamiques tant médiévales que modernes, c'est ce que les prochains chapitres tenteront de faire dans l'espoir d'aboutir à une présentation plus correcte de l'ère des croisades. Et donc, on va commencer la semaine prochaine, enfin, le déroulé des croisades. Voilà. Alors, est-ce que il y a des questions, que ce soit sur TikTok? Ouais, t'en avais marre, t'en avais marre, frère. Alors, que ce soit sur TikTok ou en direct via Jitsi, est-ce qu'il y a des questions?
On va prendre 5-10 minutes à peu près pour répondre à des questions, Inch'Allah. Et sinon, on va couper. Alhamdulillah. Et t'inquiète, la semaine prochaine, on va enfin commencer, mon frère. On va enfin commencer. Donc, sur Wa alaykoum salam al-Habib Idriss. Euh, là, on va commencer avec l'appel à la croisade. Mais très rapidement, très très rapidement, même dès l'Europe, avant qu'ils atteignent ne serait-ce que juste Constantinople, il y aura déjà du sang qui sera versé. Voilà. Vous lancez le live sur TikTok. Bah en fait c'est ouais, t'es à Orléans, t'as aussi eu en Allemagne, dans certains, on va dire dans des quartiers habités par un certain type de population. Bon, vu que je suis en live sur TikTok, je pense que je pourrais pas le dire. On verra. De toute façon, je serai obligé d'en parler. On verra si ça doit faire péter les lives ou pas. Mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, ouais, ouais. En fait, dès la préparation de la première croisade entre 1095 et 1096, euh, il y a eu ce qu'on appelait les croisades populaires. On détaillera ça un peu plus à partir de la semaine prochaine. Mais en gros, les croisades populaires, en fait, ont fait couler énormément de sang dans l'est de la France, comme tu l'as dit à Orléans, euh, l'Allemagne, même la Hongrie, etc. Euh, voilà. Vos lives consistent à quoi en général? En gros, bah, je fais mes cours d'histoire en fait à la fois sur TikTok et à la fois sur TikTok et en fait sur le site par lequel je passe et où après j'enregistre pour diffuser sur après le serveur Telegram. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient revoir la rediffusion du cours, c'est possible, mais uniquement via le serveur Telegram. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé, je vous enverrai le lien. Et vu que bien sûr TikTok c'est un petit peu pénible, vous ne pouvez pas directement ouvrir le lien via la messagerie privée. Du coup, il faudra copier-coller le lien dans le moteur de recherche de votre tablette, de votre téléphone, etc. pour rejoindre le serveur Telegram. Et du coup, en fait, c'est tout simplement les lives, en fait, c'est nos cours, les cours en fait qu'on fait en direct, également en fait sur TikTok. Par contre, la rediffusion est uniquement disponible en entier sur sur le serveur Telegram de l'Institut. Et bien sûr, les liens ne sortent pas du serveur Telegram. Voilà, c'est la règle. C'est la règle et je serai intransigeant sur cette règle-là. Par contre, oui, c'est possible qu'il y ait des petits extraits de cours qui soient disponibles sur TikTok. Voilà. Ouais, merci du conseil, mon frère, vis-à-vis des lives TikTok. Mais ça paraît quand même bizarre et je me dis, c'est quand même un cours. Pardon. Je me dis, c'est quand même un cours. Du coup, forcément, je me dis, c'est quand même un cours, tu vois. Du coup, forcément, euh, si ça doit sauter, ça saute, mais c'est pas grave, hein. Voilà. Pour ceux qui sont sur TikTok, est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ça peut être même des questions liées aux croisades ou même pas forcément. Ah, c'est vraiment on va dire le temps libre entre guillemets voilà, le temps de fin où on prend le temps de répondre aux questions, que ce soit lié au cours ou pas forcément. Donc voilà. Donc si c'est tout bon, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Alors, Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم وفيك.